Comme Alain nous l'expliquait, toi tu es un ancien militaire et qui est parti en tant que volontaire là-bas, donc dans le Donbass. Excusez-moi, parce que là, il y a des bombardements autour, donc on est en train de me demander de fermer la lumière. Donc je pense que ça va être un peu compliqué pour la suite de l'interview. À 300 mètres d'ici, il y a encore des restaurants, des cafés ouverts, il y a des gens, des familles qui vivent. Si je m'arrête, c'est pour vous faire entendre des bombardements. Ah ouais, on entend. On entend, ouais. Donc ça, c'est du char. Et on a des bataillons complets, des régiments, des compagnies complètes qui ont rallié directement la résistance avec les armes et les bagages. Oui, bah donc maintenant tu te retrouves un peu dans le noir. Qu'est-ce qui se passe exactement au moment où on parle là? Je crois qu'on n'a jamais été aussi près de la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Ce sont des oligarques juifs qui soutiennent des groupes nazis. Ouais. C'est complètement dingue quand même. Bienvenue sur la Libre Antenne, comme presque tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org. C'est la saison 2. Et ce soir, on va aller du côté du Donbass tout à l'heure. Vous serez avec Erwan Castel et on est avec Alain Benhajem. Ça va, Alain? Oui, ça va très bien. Erwan Castel donc, est un ami. Eh ben, on va l'introduire là dans quelques instants. Je le connais bien. Donc, Erwan est un ancien militaire de carrière. Ouais. Hein, il est officier. Et donc, il va un peu nous parler de lui. Il a décidé de s'engager là-bas, comme d'autres, mais bon, lui, il est isolé, il est à part. Hein, donc il nous expliquera, voilà, parce qu'il faut que je dise bonjour à la régie d'abord, voilà. Bonjour à Steph, il y a Alain, et évidemment au modératrol, il y a Gaza et Iris. Ils sont pas nombreux ce soir, hein. Moins nombreux que quand il y a Laura Marie finalement, hein. Mes chers modératrol. Et puis bien sûr tous les métanotes connectés, Cam, Antoine Favnec, Patriote, Sunzu, Sostenere, Lancé Franc, Marvin, Joyosh, Kadeda, JSeb, Kevmaster, Karak, Jérémia, Captain Cap, Monsieur Pringle, Ozoz, voilà, Opossum, Couscous Clan, Carlito Brigante, voilà, Patatrike, voilà, Gâche Espoir, Paul Smith, bon, toute l'équipe qui est là, et ben on va pouvoir commencer. Donc, et on va introduire notre invité, Erwan, en direct du Donbass. Oui, je crois qu'on va surtout lui le laisser parler. Hein. Bah, tu nous entends, Erwan? Oui, je vous entends très bien, oui. Eh ben, bonsoir à toi, hein, bienvenue sur MetaTV. Bonsoir. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait prévoir cette émission. Alors, comme Alain nous l'expliquait, toi, tu es un ancien militaire et qui est parti en tant que volontaire là-bas, donc dans le Donbass. Bah, explique-nous un petit peu ta démarche, déjà, pour commencer. Ma démarche, effectivement, j'étais donc ancien militaire, mais j'étais en Guyane française ensuite, après une période militaire, pour exercer le métier de guide en milieu amazonien. Et durant toute cette période, je suis resté un observateur attentif des événements, on va dire, du monde, mais en particulier des conflits militaires. Et suivant les conflits depuis le Kosovo, en fait, j'ai acquis très rapidement la certitude que l'OTAN avait trompé son monde et surtout était rentré dans une nouvelle phase offensive et surtout au service on va appeler ça, de l'impérialisme états-unien. Donc, parmi tous les conflits, forcément, les conflits, je dirais, connus de tous m'ont particulièrement intéressé, attiré, mais lorsque le conflit est arrivé, ou la crise, pour être précis, est arrivée avec le Maïdan en Ukraine, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, hein, une espèce de choc de l'histoire qui intervenait en Europe, directement au cœur même de l'Europe, puisque l'Ukraine, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer très rapidement, a une importance géostratégique exceptionnelle au niveau de l'Europe, et ce depuis plusieurs siècles. Et donc, sentant que cette crise pouvait dégénérer, donc j'ai commencé déjà par m'y intéresser d'une manière quasi quotidienne, de me lancer dans un travail de réinformation, puisque très rapidement, en fait, on a découvert qu'il y avait une véritable guerre de l'information qui était en cours. Et donc, cette guerre de l'information a été, je dirais, un préambule à une véritable guerre sur le terrain. Et lorsque l'opération spéciale
donc, a été lancée contre le sud-est de l'Ukraine, en fait, j'ai pris la décision de rejoindre ce théâtre d'opération pour, à côté du peuple du Donbass et au sein, si possible, de l'armée de Novorossiya, exercer un travail de coopération et de résistance. Ouais, d'accord. C'est donc un engagement vraiment par conviction. Tu as parlé d'une guerre de l'information. Parce qu'effectivement, vu d'Occident, cette guerre en Ukraine, c'est le méchant Poutine, le russe, qui essaye de s'accaparer des territoires et de modifier les fameuses frontières, comme on dit, de 1945. Alors, bien sûr, il faut positiver. Il faut positiver, y compris dans l'abjection de la propagande qui est en cours russophobe. Puisqu'en fait, cette propagande russophobe, j'allais dire, elle est tellement ridicule, mais elle a quand même un avantage, c'est qu'elle fait tomber le masque. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans ce conflit, qui a une apparence finalement très régionale, un conflit ukrainien qui a une petite... comment dire, excusez-moi, parce que là, il y a des bombardements autour, donc on est en train de me demander de fermer la lumière. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué pour la suite de l'interview, au niveau image en tout cas. Donc, on a un conflit qui va se faire au sud-est de l'Ukraine, mais à travers la propagande de l'Occident, on s'aperçoit qu'en fait, l'ennemi n'est pas cette petite population russophobe. La population russophobe, elle est l'objet d'une opération que moi je qualifie de génocidaire, puisque ce sont essentiellement les civils qui sont visés. Mais à travers les médias, on s'aperçoit que l'ennemi désigné, c'est la Russie. Hein, donc le chemin pour aller à Moscou, il passe par Kiev, de même que le chemin pour aller à Téhéran passe par Damas. Donc on a affaire avec la Syrie à deux conflits, je dirais parallèles, d'ailleurs qui ont quand même quelques points communs et même quelques relations, hein, puisqu'on a affaire en fait à une manœuvre d'encerclement du bloc russe par l'impérialisme américain. Puisqu'on a beau dire, je ne sais pas, c'est dommage que vous n'avez pas la carte, mais on a beau dire partout que la Russie est l'agresseur, il suffit simplement de montrer aux auditeurs ou aux téléspectateurs la carte des pays de l'OTAN, donc la création de l'OTAN après la guerre, l'OTAN en 1990 à la chute du mur et à la fin de l'Union soviétique, et ensuite l'OTAN actuellement, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une poussée militaire de l'OTAN vers l'Est, visant en fait à arriver jusqu'aux portes même de la Russie. Donc c'est vraiment un conflit qui se fait par la guerre d'information, une propagande visant à diaboliser les Russes, alors en plus avec des stupidités monstrueuses, où on raconte que Poutine veut restaurer l'Union soviétique. Alors pour citer l'intéressé lui-même, Poutine disait il y a quelques années, celui qui veut restaurer l'Union soviétique n'a pas de tête, celui qui ne regrette pas la puissance de l'Union soviétique n'a pas de cœur. Donc en fait, Poutine essaye, avec, je dirais, l'intelligence qui n'est pas forcément uniquement la sienne, mais aussi l'intelligence de caractère et du peuple russe, il essaye d'assumer un héritage, parce qu'actuellement on s'aperçoit que la Russie évolue vers une restauration à la fois, non pas soviétique, mais une restauration d'un grand pays qui assume son héritage communiste, certes, sans vouloir forcément le reproduire, mais au moins l'assumer, mais également assume un héritage impérialiste, un héritage de l'empire russe qui précédait l'époque soviétique, sans forcément vouloir aussi restaurer ce que fut l'empire. Hein, c'est simplement des gens qui assument leur histoire et qui savent, je dirais, en tirer le meilleur aspect et surtout conserver des valeurs à travers les nouveaux événements. Erwan, quelle a été ton impression quand tu es arrivé là-bas? Voilà, c'était un petit peu la surprise, tu t'attendais certainement pas à voir ce que tu as vu, et comment petit à petit tu as pu t'intégrer dans ce milieu russe dont
j'ai appris qu'il était quand même un peu différent, que les gens sont un peu différents, la façon de combattre est un peu différente, et on sait qu'il y a certains volontaires qui ont eu des grosses difficultés d'adaptation. Comment que ça s'est passé pour toi? Déjà, il faut... c'est un peu compliqué. Hein. Déjà, on a une idée, effectivement, quand on observe un conflit de loin, parce que je parlais à l'instant de la propagande américaine, et comme il y a une guerre de l'information, voilà, il ne faut pas se voiler la face, il y a également une contre-propagande qui intervient, ce qui est tout à fait logique dans toutes les guerres. Il suffit de regarder l'histoire. Il y a toujours eu des guerres de l'information avec, je ne vais pas dire des exagérations, mais on essaye de monter, d'idéaliser chaque position dans son propre camp. Alors forcément, on arrive sur place, on découvre quelque chose de différent, qui ne va pas égratigner les convictions qui nous ont fait venir sur le terrain, mais on découvre la réalité des choses. Alors dans cette réalité, il y a des choses admirables. Une chose admirable, c'est que, par exemple, on a un peuple ici, une véritable population exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, vous voyez, là, on est, il y a 5 minutes avant le début de l'émission, il y a eu des tirs. À 300 mètres d'ici, il y a encore des restaurants, des cafés ouverts. Il y a des gens, des familles qui vivent dans leur maison. Le matin, ils vont au travail. Ils sont tous sourires. Ils essayent de faire continuer la vie. C'est d'ailleurs pour ça que Kiev va perdre, parce qu'en fait, il y a un stoïcisme et un courage de la part de cette population du Donbass qui est inouïe. Et ça, je pense que s'il y a une chose à retenir de mes 6 mois passés au milieu de ce peuple extraordinaire, c'est justement ce comportement et ce courage exemplaire. Après, au niveau militaire, c'est un pays en guerre. Alors c'est un pays en guerre avec, je dirais, une guerre plus ou moins bricolée. On a des gens qui sont des mineurs, donc qui sont des gens très durs, mais aussi très ancrés dans une histoire de souffrance. Une histoire de souffrance déjà par la pénibilité du travail au fond des mines, une histoire également régionale. Il ne faut pas oublier que ce Donbass a quand même été le théâtre de très très violents combats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le nazisme a quand même laissé des stigmates dans le cœur des gens. Il y a eu énormément de victimes dans ce territoire et énormément de pertes également, aussi bien dans la population civile que dans les engagés au moment de la Grande Guerre patriotique. Et donc du coup, cette mémoire est très vive encore chez les gens. Et quand l'opération spéciale a commencé à bombarder Kramatorsk, puis Slaviansk, puis Donetsk et Lugansk, en fait, les gens, eh bien, ils ont pris leurs fusils, des fois des fusils de chasse, des vieilles pétoires de la Deuxième Guerre mondiale, et ils sont allés au combat, je dirais, en reproduisant l'histoire et la mémoire de leurs grands-parents. Donc on a affaire à des gens qui sont allés au combat, je dirais, avec un courage immense, mais avec un amateurisme effroyable. Les gens sont allés devant les chars, avec rien dans leurs mains, un chargeur, des fois un simple fusil de chasse. Et en fait, ils ont vraiment fait un barrage complètement hallucinant. Et en face, on avait affaire, heureusement, à des soldats de métier. Hein, dans les premières opérations spéciales menées l'année dernière, il n'y avait pas encore les bataillons spéciaux qu'on connaît aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait été un carnage. Donc les soldats de métier qui étaient en face ne comprenaient pas non plus. Ils étaient un peu sous le choc de ce changement politique très brutal qui s'est effectué sur le Maïdan. Et vous imaginez les gars, on les envoie avec leurs blindés, avec leurs chars, contre une population qui est finalement leurs cousins, leurs frères, ou des fois leur belle famille. Et donc beaucoup de soldats ont refusé en fait de rentrer dans le jeu de cette opération spéciale disproportionnée et génocidaire. Et donc ça a permis, pendant quelques mois, en fait, de structurer les comités de défense, d'autodéfense, qui se sont dressés très rapidement. Et quand j'entends dire dans les médias occidentaux que l'armée russe est présente, qu'il y a une invasion russe dans le Donbass, personnellement, je le regrette beaucoup, parce que ça serait vraiment bien que l'armée russe soit réellement présente ici. Parce qu'on a vraiment besoin, excusez-moi l'expression, de foutre une raclée aux mecs qui sont en face de nous, qui bombardent quotidiennement la population civile depuis des mois, bientôt plus d'1 an, en tuant volontairement, sciemment des civils, en bombardant des hôpitaux, des écoles. Et ça, je peux vous dire que
effectivement, il faudrait que l'armée russe soit là. Mais elle le fera pas. Parce que justement, c'est le piège du Donbass. Les Occidentaux veulent à tout prix que l'armée russe intervienne dans le Donbass. Or, dans le Donbass, on a des volontaires russes, des gens qui ont fait leur service dans l'armée russe, des gens qui sont vétérans des fois de l'Afghanistan, vétérans de la Géorgie, vétérans des guerres en Tchétchénie, qui viennent. Certains viennent d'ailleurs en boitillant parce qu'ils ont eu des blessures de guerre, d'autres ont 50 ans parce qu'ils ont servi dans un char et qu'ici on a récupéré des chars dans l'armée ukrainienne, donc il faut les bricoler, puis il faut trouver des pilotes pour les servir. Donc on voit des gens arriver de partout. Il y a des femmes qui viennent, qui quittent leur foyer, qui prennent un fusil parce que leur mari a été blessé ou a été tué, leur enfant n'a plus son école qui tient debout, donc elles ont décidé de servir du mieux qu'elles peuvent dans la milice, et qui est en train de devenir aujourd'hui une armée régulière. Ouais, justement, Erwan, comment fonctionne l'organisation militaire? Alors, tu m'as dit tout à l'heure que finalement il y avait peu de structures civiles, que le pays était quasiment administré par les militaires, et donc est-ce qu'il y a bien une organisation, il y a un état-major, il y a des corps d'armée, comment que ça fonctionne tout ça? Est-ce que c'est professionnel d'après toi? Alors, on va partir un peu de la chronologie sans refaire l'histoire dans le détail. Au début, c'était des milices d'autodéfense qui se dressaient avec des barrages de pneus devant les villages. Puis progressivement, ces milices d'autodéfense se sont organisées, c'est devenu des bataillons de milices portant des noms symboliques, etc., avec de l'armement qu'ils récupéraient directement auprès de l'armée ukrainienne. Soit c'était des cadeaux que leur faisait l'armée ukrainienne, soit c'était des défections de l'armée ukrainienne, soit c'était des prises de guerre. Il y a eu également beaucoup de casernes qui ont déserté avec armes et bagages. Alors pour expliquer un peu ce que les médias occidentaux ne comprennent pas quand ils veulent justifier l'intervention de l'armée russe, il faut savoir que l'armée ukrainienne, elle était organisée, elle est toujours d'ailleurs, organisée comme notre armée française pendant la guerre 14-18. C'est-à-dire que vous aviez des régiments en 14-18 qui étaient des régiments de Bretagne, composés essentiellement de Bretons, des régiments de Provençaux, là il vient d'avoir un tir d'un char, on avait des régiments qui étaient régionaux. Et donc du coup, imaginez les régiments, si je m'arrête, c'est pour vous faire entendre des bombardements. Ah ouais, on entend. On entend, ouais. Donc ça c'est du char. Ça, c'est des impacts, des arrivées de tirs de chars ukrainiens. Parce qu'on est à 2 km de la ligne de front ici. Donc en fait, on a des gens qui se sont retrouvés finalement au sein d'un pays qui était leur pays, attaqué, et eux, ils étaient militaires. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement rendu les armes, ils ont déserté, et on a des bataillons complets, des régiments, des compagnies complètes qui ont rallié directement la résistance avec les armes et les bagages. Après, il y a eu énormément de défections venant de Kiev. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces policiers qui étaient lynchés par les manifestants sur le Maïdan et qui ensuite ont été accusés d'avoir tiré sur la foule. On sait aujourd'hui, notamment par des très belles investigations réalisées par la télévision allemande, entre autres, que les tireurs du Maïdan... Les fameux Berkut. Voilà, les fameux Berkut ont déserté en masse leurs unités de police et ont rejoint également la rébellion. Donc on s'est retrouvé, après les premiers comités d'autodéfense, avec une ossature militaire mais venant d'Ukraine. Et cette ossature militaire, en fait, a servi d'encadrement, a amené du matériel et a amené une certaine organisation militaire et des savoir-faire, ne serait-ce que des savoir-faire organisationnels ou tactiques. Donc ça, c'est cette première période, on va dire grosso modo, de l'année dernière. Lorsque l'année 2015 arrive, justement, il y a des autorités civiles qui se sont organisées entre Lugansk et Donetsk, et la guerre continuant, en fait, il s'est avéré comme une priorité, c'est normal en temps de guerre, de structurer cette armée de milices pour en faire une véritable armée professionnelle. Donc cette armée professionnelle, elle est en ce moment en train de naître, des corps de la milice. Alors, pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai été incorporé au bataillon dans lequel je sers aujourd'hui, j'ai eu 4 jours de visite médicale. Donc 4 jours de visite médicale,
électrocardiogramme, prise de sang, vraiment la totale, hein, comme dans une armée professionnelle, avec papier militaire, estampillage, voilà, accréditation, autorisation de porter une arme. Donc on a un numéro, on est complètement maintenant nous dans un moule professionnel. Alors ça peut faire grincer des dents certains miliciens, mais d'un autre côté, grosso modo, c'est quand même une bonne chose de structurer cette armée en unité professionnelle. Moi, je pense que là, on est en train de voir naître vraiment l'armée professionnelle qui va non seulement résister encore plus efficacement aux tirs, aux bombardements et aux assauts des bataillons spéciaux, mais qui, je l'espère, prochainement va également participer à la libération des territoires occupés. Il ne faut pas oublier que les républiques de Donetsk et Lugansk, surtout Donetsk, ont une partie de leur territoire actuellement occupée, avec des populations civiles prises en otage par des bataillons spéciaux comme à Mariupol ou Slamiansk. Mais est-ce que l'objectif de l'armée de Novorossia est, on va dire, le renversement du gouvernement de Poroshenko, quoi? Est-ce que ça, c'est un des objectifs? Évidemment, l'armée de Novorossia n'a pas comme intention d'envahir l'Ukraine. On est bien d'accord, ce n'est pas leur objectif. Maintenant, il y a eu à peu près entre 15 et 20 000 morts depuis un an. Il est difficile d'envisager, admettons que la paix intervienne, comment peut-on envisager un retour, je dirais, de relations normales avec une junte militaire à Kiev qui a été la cause de 20 000 morts, dont plus de 10 000 dans la population civile. Je pense que là, on est dans une utopie complète. C'est comme si on imaginait qu'en 1945, on s'arrête avant Berlin et on reprenne des relations normales avec le régime d'Adolf Hitler. On est exactement dans le même cas. Le gouvernement de Poroshenko doit changer. Est-ce qu'il va s'effondrer sur lui-même? Est-ce qu'il va être destitué par une nouvelle révolution? Est-ce qu'il va y avoir une défaite militaire de son armée jusqu'à faire chuter le régime, encore des bombardements? C'est possible. Mais le fait est que ce gouvernement doit disparaître, c'est clair. Et ses auteurs, ses responsables, doivent comparaître devant un tribunal. Parce que là, il y a eu énormément de crimes qui ont été commis, de crimes contre l'humanité, bombarder des populations civiles, des actes de torture réguliers qui sont commis, des viols, on n'en parle même pas. C'est véritablement un génocide qui est réalisé dans le Donbass. Tous les observateurs sont d'accord sur ce fait. Alors bien sûr, on peut toujours avoir des discussions interminables sur mais non, c'est pas un génocide, patati patata. Le génocide, c'est pour moi, c'est pas un nombre de morts. On n'est pas là pour faire un concours de nombre de morts. Soit on fait la guerre contre quelqu'un, un pays pour ce qu'il fait ou ce qu'il dit, soit on fait la guerre contre un peuple pour ce qu'il est. C'est-à-dire, il est juif, il est russe, il est chinois, il est arménien, il est je ne sais quoi. Et là, actuellement, on a un gouvernement à Kiev qui a mené une guerre contre le Sud-Est parce qu'ils étaient russophones. C'est-à-dire que c'est une guerre identitaire. Donc c'est un génocide. Et alors justement, on me disait, historiquement, qu'est-ce qui a poussé c'est Khrouchtchev qui avait donné un peu séparé l'Ukraine du reste de la Russie? Pourquoi il avait pris cette décision à l'époque? C'est quoi qui avait motivé? Ouais, si tu veux, je peux un petit peu répondre. Oui. Je connais bien cette histoire. Donc l'Ukraine était une république socialiste soviétique et les gens qui habitaient cette région avaient pour la plupart une identité soviétique. Ils étaient soviétiques, ils n'en avaient rien à fiche. Donc il y avait, d'ailleurs même Poroshenko a dit lui-même que c'est un même peuple, les Ukrainiens et les Russes. Donc il n'y avait pas de différenciation à l'époque, et pour des raisons administratives un petit peu obscures. Non, Khrouchtchev a ramené la Crimée à l'Ukraine, la Crimée. Hein. Bon, et en fait, cette Ukraine a été bâtie un peu de briques et de broc, sans que pour les soviétiques ça porte à conséquence. Mais tous les gens de la partie est de l'Ukraine sont des Russes
pour des tas de raisons. Ils appartiennent au bassin du Donbass, donc, dont la capitale est c'est quoi la grande ville à côté, Erwan, en Russie. Hein? Ah, en Russie, Rostov. Voilà, Rostov, c'est Rostov, la grande capitale du Donbass, finalement, qui est en Russie. Mais en plus, comme cette région était la plus industrialisée et possédait notamment une grosse industrie de défense soviétique, moi j'y étais du temps de l'Union soviétique à Kharkov et à Dniepropetrovsk, dans cette région-là, beaucoup de Russes sont venus s'installer dans cette région, des ingénieurs, des techniciens, et donc ça s'est encore russifié, quoi. Voilà, en gros, quoi. Donc c'est des gens, et tu leur dis, nous on est russes, ils sont russes, et ils sentent pas du tout ukrainiens, quoi. Voilà. C'est clair que l'Ukraine existe en tant que pays. Il existe un pays d'Ukraine, historique, d'ailleurs, qui est très très cousin, pour pas dire frère, avec l'histoire de la Russie. La première capitale de la Russie, elle est à Kiev, c'est russe. Et en fait, c'est avec l'arrivée des Mongols que la capitale, que les Russes vont monter vers le nord dans les forêts pour se protéger des Mongols. L'Ukraine va continuer, elle va vivre son histoire. Après, par la suite, au 19e et surtout au 20e siècle, en fait, il va y avoir des pièces rapportées à cette Ukraine. On va avoir le morcellement de l'Empire austro-hongrois. Tiens, on retrouve le fameux traité de Versailles qui a foutu, entre guillemets, un grand désordre dans les identités et les frontières en Europe. Il y a même en Ukraine, le traité de Versailles va raccrocher des territoires. Ensuite, on a un traité avec Molotov-Ribbentrop qui va également raccrocher une partie du territoire polonais à l'Ukraine. Puis on a le Donbass qui va être raccroché ensuite de la Russie, l'Union soviétique vers l'Ukraine. La Crimée, comme vient de le dire Alain. Donc c'est vrai que l'Ukraine existe en tant qu'elle-même, il y a un noyau ukrainien, mais tout autour, en périphérie, on se retrouve avec des territoires qui sont des pièces rapportées avec des identités différentes, voire totalement opposées. N'oublions pas que le Maïdan, les agitateurs du Maïdan ont été excités par les Américains, mais les Américains ne sont pas allés les chercher dans le Donbass, ils sont allés les chercher dans la partie ouest de l'Ukraine, justement cette région de Lvov, où on a une population qui est culturellement plus tournée vers l'Occident. D'ailleurs, ce sont la plupart des catholiques, ce ne sont pas des orthodoxes. On a des gens qui ont une tradition liée à l'Empire austro-hongrois. Donc, ce sont des gens qui sont ukrainiens depuis peu de temps dans l'histoire de l'Ukraine et qui ont plutôt les yeux tournés vers l'Ouest. Donc, le système, en fait, américain, qui est vraiment le champion des révolutions colorées, eh bien, il cherche à s'appuyer sur des minorités qui lui sont plutôt favorables pour déstabiliser des pays. C'est ce qui s'est passé. Donc l'Ukraine, c'est difficile de dire l'entité ukrainienne, oui, elle existe, mais pas dans les frontières actuelles. On est en Ukraine face au même problème que dans beaucoup de pays européens. Ce sont des frontières artificielles, en fait, qui négligent les identités, voire qui découpent, qui les séparent ou qui essayent de les mélanger quand c'est naturellement difficile. Tout à l'heure, tu parlais justement de cette importance stratégique de l'Ukraine et du rôle qu'elle peut avoir. Est-ce que tu pourrais développer un peu, justement? Alors, très rapidement, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. T'es là pour ça, vas-y. Oui. Si on veut, l'Ukraine, c'est appelé le pivot stratégique de l'Europe. En fait, il faudrait remonter quasiment à l'époque de Catherine II, à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on a donc une Russie qui a été un petit peu recroquevillée à cause des guerres avec les Mongols, puis ensuite avec l'Empire ottoman. Donc elle a été obligée de reculer un petit peu de son territoire. Et Catherine II, en fait, va reprendre du poil de la bête et va vouloir un peu reprendre le territoire traditionnel et historique de l'Empire. À côté de ça, on a une thalassocratie à l'époque, donc un empire maritime. Il y a Zygmunt Bauman, un sociologue polonais, qui comparait un peu les grands mouvements historiques entre l'opposition entre l'empire terrestre et l'empire maritime. Et donc on a tout au long de l'histoire depuis l'Antiquité des thalassocraties qui essayent par le biais de l'économie, puisque l'économie transitait par les mers autrefois, donc ces thalassocraties, via l'économie, essayent d'imposer une certaine puissance, une puissance militaire, voire une puissance culturelle. Donc la thalassocratie à l'époque, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, à ce moment-là, essaye d'ouvrir la route de la soie.
Il essaye de recréer la route de la soie. D'ailleurs, il y a qu'à voir les comptoirs britanniques sur une planisphère. On s'aperçoit qu'ils correspondent effectivement à une espèce de tentative de restauration de la route de la soie. Pour cela, l'Angleterre a besoin de contrôler la partie orientale de la Méditerranée. Mais Catherine II, poussant vers le sud pour reconquérir son territoire historique, se retrouve avec une ouverture sur la mer Noire. Et avec l'ouverture sur la mer Noire, elle devient concurrente, économiquement parlant, et donc militairement également, elle devient concurrente des ambitions de l'Angleterre. Donc l'Angleterre va émettre un petit opuscule du temps du gouvernement, je crois que c'est le gouvernement Pitt, et cet opuscule s'appelle Russian Armament, armement, c'est-à-dire la flotte russe. Et donc c'est à partir de cette époque-là, en fait, que va naître ce qu'on appellera plus tard l'endiguement, un containment, l'endiguement de la Russie. Et donc cet endiguement de la Russie va se poursuivre au XIXe siècle, se poursuivre au XXe siècle avec quand même deux petites parenthèses. Une parenthèse d'abord américaine à l'époque où ils voulaient faire le projet de transnational. Donc là, ils ont calmé un jeu un peu avec... Excusez-moi, au XIXe siècle, c'est la guerre de Crimée. Hein, Voilà. Oui. Donc, au XIXe siècle, effectivement, il y a la guerre de Crimée, 1852 ou 54, ouais. Et qui montre aussi que cette importance de cette région est déjà très grande. Et en fait, il y a eu ensuite un gel de cette situation. Ce gel de cette situation, en fait, on va le voir pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y a vraiment une opposition, une annihilation des forces. Et lorsque le mur de Berlin tombe, quand l'Union soviétique s'effondre, en fait, on s'imagine, avec beaucoup d'utopies en Occident, que dans la chute de l'Union soviétique, la Russie va s'effondrer également. Or, on s'aperçoit, et c'est là toute la force et la grandeur de ce peuple russe, c'est qu'un système très autoritaire, on ne peut pas le nier, s'effondrant, eh bien on va voir renaître la grandeur russe. Et cette grandeur russe, elle va renaître, je ne fais pas de l'idolâtrie, de la poutinolatrie, mais elle va renaître avec Poutine. Effectivement, Helsinki a été l'incarnation de cet effondrement soviétique et de cette ouverture, je dirais, au grand n'importe quoi. Hein. C'est l'époque où la mafia s'empare des territoires, où vraiment il y a une anarchie économique qui est en train de s'installer. Et là, il y a des chars qui sont en train de passer. Voilà, donc cet effondrement économique, en fait, Poutine va restaurer cette puissance russe. Et à partir du moment où Poutine restaure cette puissance russe, il va commencer à inquiéter de nouveau la thalassocratie du moment, qui est non plus l'Angleterre, mais la thalassocratie est passée aux États-Unis. Donc la thalassocratie du XXe siècle, ce sont les États-Unis. Et quand ils voient la restauration russe, eh bien, ils reprennent finalement, ils ressortent des dossiers, les grandes théories du containment qui avaient été redéfinies par un certain Brzezinski, dont la famille est originaire de la région de Lvov, qu'on citait récemment, juste avant, et qui est polonais, en fait, de naissance polonaise. Donc Brzezinski va vraiment expliquer ça. D'ailleurs, il faut lire avec intérêt Le Grand Échiquier. Hein, c'est un ouvrage qu'il a écrit dans les années 1977, je crois, mais qui est toujours d'actualité et qui permet de bien expliquer le positionnement géostratégique des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Oui, parce que cette région-là, comme il disait Brzezinski dans son livre, il disait c'est ce qui fait que la Russie est un empire en possédant l'Ukraine et que c'est un peu le verrou entre l'Occident et la Russie, quoi, une espèce de zone. Excuse-moi, on a parlé déjà ici de la façon dont la thalassocratie considère la Russie, c'est-à-dire que ce continent est défini comme le Heartland, rappelle-toi, ouais. Et puis qu'autour il y a ce fameux Rimland. Ouais. Et donc ce continent eurasiatique, il l'appelle le World Island, l'île du monde. Et encore récemment, Madeleine Albright a dit que c'était inqualifiable qu'un seul pays, en l'occurrence la Russie, puisse posséder toutes les richesses de la Sibérie. Donc la thalassocratie vise depuis toujours ces
cette zone-là, depuis toujours. Hein. On a parlé de la guerre de Crimée, et puis après, en 1905, il y a eu la guerre de Mandchourie. Les Japonais ont été largement financés par les Anglo-Saxons, et donc ils n'arrêtent pas. Donc quand ces gens-là, moi j'ai déjà dit, hein, je suis de l'histoire, je vais avoir 70 ans, hein, donc j'ai bien vécu toutes les balivernes de la guerre froide, pendant cette période-là, on disait oui, c'est le monde libre contre le communisme. Alors tu faisais toujours l'empire du mal, le communisme, du mal, les communistes, voilà, les méchants. Et donc, mais maintenant on s'aperçoit que contre la Russie, c'est encore pire. C'est bien que pendant des années, ils nous ont raconté des conneries par rapport à la lutte contre le communisme, parce qu'ils n'en ont rien à fiche de la lutte contre le communisme. C'est bien contre la Russie qu'ils ont, qu'elle soit communiste, qu'elle soit impériale, ou qu'elle soit républicaine comme maintenant. Ils s'en fichent complètement. Eux, ils veulent le World Island. Alors le seul moment où ils ont eu un espoir de mettre la main dessus, c'est quand il y avait Yeltsin. Alors là, évidemment, ils étaient à deux doigts quand le Carlyle Group a mis la main sur les richesses pétrolières, et à ce moment-là, il y a eu la réaction de Vladimir Poutine. Hein. Alors, ce qui est rigolo, parce que je vais encore citer une anecdote de Vladimir Poutine. Quand Vladimir Poutine, alors pareil, la diabolisation du personnage. On entend des journalistes dire oui, c'était un espion du KGB. On a vraiment l'impression que Vladimir Poutine, c'est, je sais pas, Vladimir 008, quoi. Hein. Alors qu'en fait, on lit ses propres notes et sa propre autobiographie. En fait, il mettait, et même ses biographies, hein, parce qu'il y a eu des biographes, y compris occidentaux, qui ont essayé de creuser un peu le personnage. C'était un sombre administratif d'un KGB, certes, mais il était à Dresde et il faisait des fiches, voilà, c'était pas du tout le super espion comme on tend à vouloir un peu le dépeindre comme étant l'implacable et sanguinaire espion du KGB, décrit par les bouquins de John Le Carré, par exemple. Donc quand Poutine, il arrive, il quitte le KGB, il est en transition, il intègre la mairie de Saint-Pétersbourg, et quand il reçoit son bureau, il y a un gars de la mairie qui vient lui proposer qu'est-ce que vous voulez, un portrait de Lénine ou un portrait de Kirov? Parce que bon, c'est les deux grands pontes, je dirais, les deux grandes figures qui étaient citées dans l'histoire soviétique. Hein, eh bien, Poutine, il rétorque, il dit je ne veux ni Kirov ni Lénine. Alors ça doit pas faire plaisir à ceux qui veulent à tout prix montrer Poutine comme un restaurateur de l'Union soviétique. Il ne veut pas le portrait de Lénine, il ne veut pas le portrait de Kirov dans son bureau. Il veut le portrait de Pierre le Grand. Et quand on lui demande, on lui propose deux portraits, un Pierre le Grand sur son cheval de bataille en train de combattre, ou un Pierre le Grand un petit peu vieillissant, penché sur une carte et écrivant un livre, eh bien Poutine prend le Pierre le Grand sage, celui de la réflexion et de la paix. Donc voilà l'anecdote qui symbolise le personnage Poutine. C'est pas du tout le monstre qu'on cherche à décrire en Occident comme étant on raconte c'est tellement des idioties ce que l'on raconte sur les Russes et sur Poutine que c'en est presque hilarant, quoi. On est dans une caricature, je sais pas, Bon, Erwan, si tu veux, on va un petit peu en revenir à toi, puisque c'est l'émission, c'est sur toi, hein. C'est ouais. Erwan Castel, guerrier du Donbass. Bon, tu peux nous expliquer donc ton action, qu'est-ce que tu fais, le bataillon dans lequel tu es intégré, évidemment tu ne nous donnes pas de secret militaire, et quelle est ta fonction, et est-ce que surtout ton expérience militaire, je sais que tu étais dans le renseignement militaire, est-ce qu'elle est utilisée, est-ce que tu donnes des conseils aux gens, ou est-ce que tu es un simple soldat obéissant aux ordres ou... Ouais, et toi tu as plus un rôle, on va dire, d'instructeur ou de combattant, ouais. Déjà, faudrait décrire la ligne de front telle qu'elle est. La ligne de front actuellement, Donetsk, je suis sur le secteur de Donetsk. Donetsk est vraiment une ville assiégée. Alors, c'est très bizarre parce que le centre-ville, normalement, hein, au gré des travaux, des restaurants, des bus qui circulent, et des théâtres, des cinémas qui diffusent leurs spectacles,
mais à 10 km, on a une ligne de front qui est bombardée quasiment tous les jours. Hein. Vous avez vu il y a 5 minutes, ça bombardait encore ici. Et donc on a des blocs-postes, hein, ce qu'on appelle des blocs-postes, des checkpoints, hein, pour prendre un terme usité dans l'Occident. Et on a des bataillons de volontaires qui sont donc, sur l'ensemble de la ligne de front. Donc j'ai intégré donc un bataillon qui est sur le front ouest de Donetsk, qui a un front assez tendu en ce moment, là, depuis à peu près un mois et demi. C'est très tendu, il y a des bombardements tous les soirs, des assauts, des infiltrations ukrainiennes. On sent qu'il y a une montée en puissance du matériel. Hein. On passe, pendant les premiers temps des accords de Minsk, en fait, il faut savoir une chose, je fais une parenthèse sur les accords de Minsk, parce qu'on a eu un Minsk 1, un Minsk 2. Si vous voulez mon point de vue, c'est de la foutaise grand F. Hein, les accords de Minsk, à chaque fois, sont intervenus à des moments où l'armée ukrainienne était en train de se prendre une véritable branlée. Excusez-moi le terme vulgaire. Les accords de Minsk n'ont eu comme objectif que de permettre à Kiev de restaurer son armée, de geler une ligne de front avant que tout le système s'effondre. Une fois que l'armée est restaurée, eh bien les combats reprennent. Et les combats reprennent sur l'initiative de Kiev. Donc l'intégration dans un bataillon, elle est, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, elle est maintenant administrative, médicale, etc. Et moi, je viens d'intégrer un bataillon blindé, donc c'est un bataillon avec des tanks qui sont un peu dispersés sur un secteur de front assez large, on va dire. Et bon, je travaille pas dans les tanks, hein, j'ai ni l'envie ni les compétences pour travailler dans une boîte métallique. Mais par contre, je fais partie donc d'une unité de reconnaissance du bataillon. Donc c'est une unité qui est chargée en fait de faire de la sûreté, donc d'attendre, de repérer et de détecter le dispositif ennemi, ou qui est chargée éventuellement de faire des infiltrations pour accompagner des contre-attaques que nous réalisons sur des unités d'artillerie essentiellement, puisque le travail principal des unités républicaines aujourd'hui, et ça c'est accord de Minsk obligé, on est sur une position défensive. Donc on est sur une position défensive quand il y a des bombardements qui sont faits d'une manière très intensive sur des quartiers résidentiels, ou même sur des unités militaires. Là encore, hein, si on respectait les accords de Minsk, il n'y aurait pas de bombardement ukrainien, parce que dans les accords de Minsk, il est prévu le retrait en fait de l'artillerie lourde des deux côtés. Donc côté républicain, l'artillerie lourde s'est retirée. En tube, on n'a plus que des mortiers, donc des petites unités d'appui de nos compagnies régimentaires. Par contre, la grosse artillerie républicaine s'est retirée. Par contre, l'artillerie ukrainienne continue à nous asséner tous les jours. Donc, ce qu'on fait, on fait des contre-attaques, on essaie de juguler ces unités d'artillerie et donc de les faire taire. Voilà. En attendant de pouvoir faire mieux. Tu as aussi participé au combat de Marinka. Tu peux nous en dire un mot? Oui. Marinka est une zone assez sensible. Marinka est une porte d'entrée pour le bastion de Donetsk. C'est en fait comme dans tous les croissances urbaines, il y a des villages qui finissent par être atteints par la conurbation principale, et donc il y a une continuité urbaine sur des kilomètres et des kilomètres. Parce qu'en fait, le terrain ici est très très difficile au niveau guerre. C'est un terrain très plat, c'est une steppe, il n'y a quasiment pas de forêt, et donc les seuls obstacles sur lesquels les unités militaires peuvent s'accrocher pour réaliser une ligne de défense, eh bien, ce sont les villages, les villes, et parfois quelques grosses rivières, mais c'est pas général pour le réseau hydrographique. Donc Mariinka est cette porte d'entrée vers Donetsk, mais c'est aussi, comment je pourrais dire, un verrou pour toute la ligne sud de front. C'est-à-dire que les Ukrainiens, en fait, tiennent une ligne de front partant de la mer Noire jusqu'à Donetsk en ayant deux verrous principaux. Au sud, ils ont Mariupol, un port qu'ils ont transformé en bastion en ayant enfermé la population à l'intérieur. Et on a au nord, on a donc ce fameux Mariinka.
Et donc, ce sont les deux points d'appui d'une ligne de front qui est assez poreuse, qui est assez fragile. Et si Mariinka, par exemple, venait à tomber dans l'escarcelle de la République de Donetsk, donc venait à être libérée, eh bien, en fait, ça risquerait fortement de fragiliser toute la ligne de front sud de l'armée ukrainienne. Donc, c'est pour ça que l'armée ukrainienne à Mariinka exerce une pression pour consolider, en fait, leur position dans ce secteur-là. Donc, ils ont bombardé le côté Petrovski, ils ont bombardé tous les quartiers avec relativement une intensité croissante de jour en jour. Et le 3 juin, en fait, justement, il y a eu une opération, une grosse opération ukrainienne et une contre-attaque républicaine. Donc, effectivement, à l'époque, j'ai participé à cette contre-attaque républicaine. Qui tient Mariinka aujourd'hui? On a dit que la ligne de front passait au milieu de Mariinka. Au milieu, en fait, la majeure partie du bourg est encore ukrainienne, tenue par les Ukrainiens, mais il y a toute la partie sud-est du bourg, en fait, qui est effectivement l'objet de combats assez importants, hein, puisque la ligne de front passe au niveau des quelques petits bosquets, des quelques petites forêts qu'on peut trouver disséminées ici et là dans Mariinka. Ok, bah on va faire une petite pause. La régie, elle va se mettre en place. Et puis, on revient juste après. Hein, donc, tu restes avec nous, Erwan. Et d'ici. Tu nous dis dans combien de temps? dans 10 minutes, un quart d'heure, on reprend l'antenne. Ouais. D'accord, vous me rappelez? Oui, enfin, si tu peux rester connecté, c'est mieux. Hein. D'accord, ça marche. Ouais. Voilà, bois un coup. T'as beaucoup parlé. Voilà, ça va, la connexion est bonne avec nos c'est excellent. C'est excellent. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, on fait une petite pause, puis on revient juste après. À vous, la régie.